Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde... Il n'y a pas de problème avec le son? Bien, alors merci d'être venu, d'être présente et présent à ce panel. Penser nos luttes avec Antonio Gramsci. Alors c'est un panel qui a été proposé aux amphis par la revue en ligne Contretemps, dont Statis Kouvelakis et moi sommes membres. Donc c'est une revue en ligne, donc vous pouvez accéder librement aux articles à l'adresse contretemps.web. C'est une revue qui a été fondée en 2009 par Daniel Ben Saïd, qui est non partisane, mais qui est clairement de gauche radicale. Le sous-titre de la revue, c'est « Revue de critique communiste », et qui fait discuter différentes théories et pensées critiques et émancipatrices, mais avec un fort axe marxiste. Il y a un partenariat de la revue Contretemps avec l'Institut La Boétie, donc il y a différentes initiatives au cours de l'année, différentes publications, etc., qui s'inscrivent dans ce cadre, et en particulier donc, ce panel. Gramsci est l'un des auteurs qui est beaucoup étudié, parmi bien d'autres évidemment, avec Marx, Rosa Luxembourg, etc., dans les pages web de la revue. Il y a notamment un dossier Gramsci que je vous invite à aller consulter. Donc je présente les trois intervenants et notre ordre de passage. Donc c'est moi qui vais commencer. Je m'appelle Johan Doué. Je fais des recherches en philosophie sur le marxisme et sur Gramsci en particulier. J'ai fait ma thèse et j'ai écrit un livre sur Gramsci. Donc je vais essayer de vous présenter des choses à partir de ça. Ensuite, ce sera Galatée de l'Arminat qui parlera, qui fait aussi des recherches sur le marxisme et en particulier a écrit des textes sur Gramsci. Et enfin, Statis Kouvelakis, intellectuel marxiste, qui a écrit de nombreux ouvrages, sur Marx en particulier, et qui, il me l'a confié tout à l'heure, lit Gramsci depuis 1979, et donc en tirera les conséquences pour notre temps. J'ai rien oublié, je commence. Et alors, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'esquisse, mais que je ne développe pas complètement dans le livre politique que j'ai consacré à Gramsci, qui s'appelle « L'hégémonie et la révolution », que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai oublié. Mais et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce que Gramsci peut nous apporter pour lutter contre l'extrême droite. Alors évidemment, je pourrais développer qu'un aspect de cette question, puisque presque tout le parcours politique et intellectuel de Gramsci se confond avec la lutte contre l'extrême droite. Gramsci a été cofondateur du Parti communiste italien en 1921, dirigeant de ce parti en 1924. Il a été emprisonné par le régime fasciste en 1926 et il est mort en 1937 à cause de ses conditions d'enfermement. Il a écrit de nombreux articles journalistiques et politiques avant d'être incarcéré et à partir de 1929, il a écrit ses textes les plus connus, les cahiers de prison. Et l'un des objectifs principaux de tous ces textes, avant comme après la prison, c'est de lutter contre le fascisme, qui, juste pour rappel, a été fondé en 1919 et est arrivé au pouvoir en 1922. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la manière dont les réflexions de Gramsci, à mon avis, éclairent un problème politique décisif en France aujourd'hui, à savoir la division des classes populaires et le fait qu'une partie importante d'entre elles vote pour l'extrême droite. Alors aujourd'hui, on le sait, et des chercheurs comme Bruno Amable, Stefano Palambarini, Thomas Piketty ou Julia Cagé l'ont démontré, il y a trois blocs politiques. Le centre macroniste à l'électorat très bourgeois. Et deux blocs entre lesquels se répartit, enfin deux blocs avec un électorat divers, mais entre lesquels se répartit le vote des classes populaires, le bloc de gauche et le bloc d'extrême droite. Or, le bloc de gauche correspond à un vote beaucoup plus urbain, et l'extrême droite attire massivement les voix des classes populaires, des villages et des bourgs, comme disent Piketty et Cagé. Donc un vote plus rural. Donc on se demandera comment comprendre cela et comment lutter contre une telle division. Alors il se trouve que, malgré de grandes différences historiques évidentes, notre situation présente certaines analogies avec celle de Gramsci. De son temps, les classes populaires étaient séparées en deux groupes, schématiquement. D'un côté, une classe ouvrière urbaine et concentrée dans le nord, organisée syndicalement et politiquement, massivement socialiste et un peu communiste. De l'autre, et ce second groupe est majoritaire en Italie à son époque, une paysannerie pauvre, peu organisée, désagrégée, dit Gramsci, notamment dans le sud pauvre de l'Italie. Cette classe, cette deuxième partie des classes populaires peut se mobiliser, faire des insurrections, occuper des terres, mais en raison de son manque d'organisation, tout cela est généralement sans lendemain. Ces mobilisations ne sont pas liées au mouvement ouvrier et tout cela n'amène pas une critique élaborée de l'ordre social.
Alors, il faut préciser que ni la classe ouvrière ni la paysannerie pauvre ne sont alors massivement fascistes. Le fascisme italien a surtout sa base dans la petite bourgeoisie, urbaine initialement. Mais à cause de la division entre ouvriers et paysans, les très puissants mouvements sociaux d'après la Première Guerre mondiale ne sont pas parvenus à l'emporter jusqu'au bout, dans une révolution, et cela a permis ensuite au fascisme d'arriver au pouvoir. Dans cette situation, Gramsci affirme que la classe ouvrière urbaine doit construire son hégémonie sur la paysannerie. C'est pour cette idée d'hégémonie que Gramsci est le plus connu, l'hégémonie désignant ici l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie sous la direction de la classe ouvrière. Direction, à peu près un synonyme d'hégémonie. Donc la classe ouvrière doit parvenir à entraîner la paysannerie dans la lutte contre le capitalisme et la domination bourgeoise, et pour cela doit renforcer l'activité politique des paysans. D'après Gramsci, cela passera par l'intermédiaire d'organisations sociales et politiques, en premier lieu le Parti communiste et révolutionnaire, qui devront lutter donc non seulement pour les intérêts ouvriers, mais aussi pour les intérêts paysans, l'amélioration de leur niveau de vie, leur accès aux terres, leur participation à la vie politique, etc. L'inverse d'une politique hégémonique, pour Gramsci, c'est une politique économico-corporative. Par exemple, une politique du mouvement ouvrier qui ne défendrait que les intérêts économiques particuliers, corporatistes donc, des ouvriers, en négligeant ceux des paysans. Plutôt que de lutter radicalement aux côtés des paysans contre la domination bourgeoise, une partie du mouvement ouvrier, les réformistes pour Gramsci, acceptent des compromis avec la bourgeoisie sur le dos des paysans, notamment en prélevant des impôts sur le sud de l'Italie, à l'avantage du nord industriel. Cette politique corporatiste s'accompagne de préjugés et même d'un racisme des habitants du nord envers ceux du sud. Je cite Gramsci. « On sait quelle idéologie les propagandistes de la bourgeoisie ont répandue par capillarité dans les masses du nord. Le Midi est le boulet de plomb qui empêche l'Italie de faire des plus rapides progrès dans son développement matériel. Les méridionaux sont biologiquement des êtres inférieurs, des semi-barbares, voire des barbares complets, c'est leur nature. » De l'autre côté, les paysans du Sud ont aussi des préjugés envers les ouvriers du Nord, qu'ils estiment être privilégiés. Ils ont par exemple pu participer à différentes occasions, en tant que soldats, à la répression de grèves ouvrières. En somme, on a une fragmentation des subalternes en différents groupes, et la conscience de classe est cantonnée à un niveau économico-corporatif. Alors, quel est le rapport de tout ça avec notre situation ? Comme à l'époque du Gramsci, il me semble que l'une des tâches politiques les plus importantes aujourd'hui, c'est d'unifier les classes populaires qui sont clivées, et en particulier clivées entre classes populaires urbaines et classes populaires rurales ou périurbaines. Et étant donné que c'est le bloc urbain qui est le plus organisé et le plus progressiste, il s'agit de construire son hégémonie sur les classes populaires rurales, c'est-à-dire les entraîner dans une lutte politique émancipatrice. Reconquérir les campagnes et les bourgs n'est certes pas le seul problème politique actuel. Il faut aussi consolider les secteurs déjà acquis à la gauche et à la FI en particulier, notamment les quartiers populaires, où il est décisif de faire voter les nombreux abstentionnistes, ce qui passe notamment par des efforts locaux pour soutenir la politisation et par la mise en avant de représentants des quartiers. Mais il est également décisif de lutter pour l'hégémonie sur les classes populaires rurales et périurbaines et d'y susciter une activité politique progressiste, même si cela, bien entendu, risque de prendre beaucoup plus de temps. Alors, les zones rurales sont très différentes entre elles, mais elles ne sont évidemment plus peuplées majoritairement de paysans comme à l'époque de Gramsci. Si on se penche en particulier sur ce que le sociologue Benoît Coquart appelle les campagnes en déclin, donc en particulier le nord ou l'est, ce sont des régions désindustrialisées, peuplées largement, je le cite, d'ouvriers conservateurs encadrés par une petite et moyenne bourgeoisie. Donc dans ces zones, la gauche est souvent très faible et il y a une politisation latente qui se fait à la droite et même le plus souvent à l'extrême droite. En effet, la perception de l'espace social n'y est généralement pas binaire. Ce n'est pas nous contre ceux d'en haut, c'est nous contre ceux d'en haut d'une part et contre ceux d'en bas de l'autre. C'est ce qu'un autre sociologue, Olivier Schwartz, a appelé une vision triangulaire des rapports sociaux. Donc ceux d'en haut, ce sont les décideurs, les privilégiés urbains, notamment parisiens. Ceux d'en bas, ce sont les précaires, vus comme assistés, voire cassos, ceux qui sont censés profiter du système, et en particulier les immigrés. Donc, massivement, ce sont des résultats tendanciels, statistiques, il y a des tas d'exceptions bien entendu, mais massivement, les classes populaires rurales veulent donc se distinguer de ceux d'en bas, être reconnus comme respectables et méritants, veulent se protéger de la désindustrialisation et de la concurrence internationale, et tout cela sans espérer dépasser le néolibéralisme, sans avoir cet espoir.
Le FNRN fait précisément la promesse de protéger les classes populaires blanches, de leur donner de la respectabilité et de garantir les maigres acquis qu'elles ont, par exemple la possession de leur logement. Donc, chez ces classes populaires rurales, l'idéal de solidarité, nous dit Benoît Coquart, n'est pas abandonné, mais il est limité à des cercles restreints, limité au niveau familial et amical dans la vie quotidienne, et en politique, il est fréquemment limité aux Français blancs. La préférence nationale promise par le FNRN relève ainsi de ce que Gramsci appelle une vision économico-corporative, prétendent satisfaire les intérêts économiques de groupes sociaux particuliers aux dépens d'autres groupes sociaux populaires, en l'occurrence les immigrés et les racisés. Aucun horizon au-delà du système capitaliste ou même du néolibéralisme n'est envisageable dans cette perspective. On accepte passivement et avec résignation ce système. C'est donc aux dépens des autres secteurs des classes populaires que l'on veut s'en protéger et s'y ménager une place vivable. Tout cela n'explique pas, bien sûr, à soi seul le racisme, qui existe pour plein d'autres raisons structurelles, mais cela le renforce et le cristallise. Il y a encore un autre élément important à noter, c'est ce que Benoît Coquart appelle les affinités transclasses des classes populaires rurales avec la petite bourgeoisie locale. Il y a une forte proximité entre, d'une part, les petits patrons, les commerçants et les artisans, et d'autre part, les salariés de l'artisanat et des petites entreprises. Le salarié peut être ami et prendre pour modèle de réussite l'artisan à son compte, le président du club de chasse, le cafetier, le petit patron du coin, éventuellement son petit patron à lui. Ce faisant, c'est la vision du monde très droitière de la petite bourgeoisie locale qui va influencer la vision du monde des classes populaires rurales. Les membres de cette petite bourgeoisie, c'est ainsi en quelque sorte des leaders d'opinion à l'échelle locale, des gens que l'on va écouter notamment pour les questions politiques. En ce sens, ils peuvent jouer le rôle de ce que Gramsci appelle des intellectuels organiques de l'extrême droite en l'occurrence, sans que ce soit délibéré et sans qu'ils soient le plus souvent militants du RN. Il faut préciser ici que Gramsci, lorsqu'il parle d'intellectuels, et d'intellectuels organiques en particulier, ne pense pas forcément à des gens qui écrivent des livres, des articles, qui font des discours, etc. Il définit les intellectuels par leur, je cite, fonction de connexion et d'organisation de la vie sociale, par le fait de diffuser certaines visions du monde. À propos de l'Italie, de son temps, Gramsci disait ainsi que, je cite, « le paysan méridional est lié au grand propriétaire terrien par l'intermédiaire de l'intellectuel petit bourgeois. Les intellectuels étant ici les prêtres, les petits fonctionnaires ou les professions libérales qui maintiennent le conformisme et la résignation de la paysannerie. » Gramsci va parler d'un bloc agraire qui serait formé par, je cite, « la grande masse paysanne amorphe et inorganisée », au-dessus, les intellectuels de la petite et de la moyenne bourgeoisie rurale, et le sommet de ce bloc, les grands propriétaires fonciers. Aujourd'hui, on pourrait dire que les ouvriers ruraux sont liés à l'extrême droite par l'intermédiaire des petits bourgeois locaux, qui font ainsi office d'intellectuels organiques. Et l'on pourrait parler, en ce sens, par analogie avec Gramsci, de bloc rural. Tout cela, je pense, permet de mieux comprendre comment l'extrême droite peut avoir des scores électoraux aussi importants dans des zones où elle n'a presque aucune présence militante. Et comment, on l'a vu aux dernières législatives, des candidats délirants, comme des personnes mises sous tutelle, des personnes ayant fait des prises d'otages, ou encore des personnes se prenant en photo avec des casquettes nazies sur Twitter, arrivent à obtenir des scores de 20 ou 30%, éventuellement être au second tour. En fait, le RN n'a pas nécessairement besoin de militants locaux. Il en a aussi dans certains endroits assez stratégiques, mais il n'en a pas nécessairement besoin pour faire des scores corrects, voire bons, parce que ces idées, bon, on le sait, sont diffusées dans les grands médias, elles sont aussi reprises par les partis de gouvernement, mais aussi parce que le RN est favorisé par la logique du système néolibéral et les demandes de protection économico-corporative des classes populaires, et enfin, il est favorisé par les affinités transclasses que les ouvriers ruraux entretiennent avec la petite bourgeoisie, formant ainsi un bloc rural. Face à tout cela, je pense que Gramsci peut nous donner des pistes de réflexion sur ce qu'il faut faire. Pour lui, construire l'hégémonie du mouvement ouvrier sur la paysannerie du Sud, ça suppose de briser le bloc agraire entre la paysannerie, les intellectuels petits bourgeois et les grands propriétaires. Et Gramsci écrit, je cite, « Le prolétariat détruira ce bloc agraire méridional
dans la mesure où il réussira, à travers son parti, le Parti communiste, à organiser en formation autonome et indépendante des masses toujours plus importantes de paysans pauvres. Alors, qu'est-ce que ces formules peuvent dire, comment on peut les adapter aujourd'hui et face au bloc rural qui renforce le vote d'extrême droite des campagnes et des bourgs? Alors d'abord, pour parvenir à rendre les discours de gauche, surtout de gauche radicale, audibles, il faut bien sûr s'adresser d'une manière concrète aux classes populaires rurales et sur des thèmes qui les préoccupent. Il faut aussi avoir des relais d'opinion au niveau local, des intellectuels organiques, donc pour reprendre les termes de Gramsci, pour éviter en gros que ce soit seulement les petits patrons du coin qui se fassent entendre et diffusent leurs idées politiques. Idéalement, Benoît Coquart nous dit que ce qu'il faudrait, ce serait que les catégories sociales les plus statistiquement à gauche, comme par exemple les enseignants ou les travailleurs de la santé, habitent aussi en masse dans ces régions rurales et fassent éventuellement, elles aussi, figure de modèles de réussite, et puissent ainsi diffuser des visions du monde plus progressistes. Alors malheureusement, ces catégories sociales sont beaucoup plus urbaines, en raison notamment de la destruction des services publics dans les campagnes et les bourgs. Donc à moyen terme, la reconstruction des services publics pourrait équilibrer cela. Du reste, une autre raison fondamentale pour défendre les services publics, c'est qu'il s'agit d'une revendication qui n'est pas économico-corporative. Les services publics sont censés être universels et, en tant que tels, ils répondent aux intérêts des classes populaires urbaines comme des classes populaires rurales, des classes populaires racisées ou non racisées. C'est une revendication hégémonique autour de laquelle on peut espérer reconstruire l'unité des classes populaires. C'est pas la seule, évidemment, mais ça en fait partie. Le problème, évidemment, c'est qu'on ne pourra reconstruire les services publics qu'une fois au pouvoir. Donc, quelles sont les pistes qu'on peut emprunter avant cela? Dans l'approche gramscienne, pour détruire le bloc rural, il faut réussir à construire une organisation politique de masse. Il est nécessaire de s'implanter localement, sur le long terme, dans les bourgs et si possible les villages, car sans relais d'opinion locale, les discours progressistes resteront hors sol. Cela, évidemment, sera éminemment difficile, ça relèvera d'une démarche de longue haleine. À ce propos, on peut avoir recours à un autre couple de notions de Gramsci, qui est le couple guerre de position, guerre de mouvement. Gramsci dit que la lutte politique doit savoir combiner la guerre de mouvement et la guerre de position. Donc l'action rapide qui saisit les occasions historiques d'une part, et la lutte hégémonique patiente et acharnée d'autre part. On pourrait dire, en reprenant librement ces concepts, qu'aujourd'hui, sous sa forme actuelle, la France insoumise excelle dans la guerre de mouvement électoral, lorsqu'il s'agit de se mobiliser d'une manière ponctuelle à l'occasion d'une élection. Mais en ce qui concerne la guerre de position, ça pose beaucoup plus de problèmes. Pour Gramsci, mener la guerre de position, ça suppose d'avoir un parti, c'est-à-dire une organisation politique radicale de masse, structurée, ramifiée, présente jusqu'au niveau le plus local, et par conséquent, qui peut être sensible à la particularité des différentes zones d'intervention. Tout cela avec des militants, des représentants et même des élus issus des classes populaires. Gramsci aime bien employer le mot moléculaire, notamment pour désigner la politique qui se fait au niveau le plus local et particulier. En ce qui concerne la lutte pour l'hégémonie dans les classes populaires rurales, on pourrait donc dire que ce dont on a besoin, ce n'est pas tant un mouvement gazeux qu'un processus d'organisation moléculaire. Alors, évidemment, même si on en a le projet, une telle organisation politique de masse est difficile à construire, d'autant plus qu'il y a peu de points d'appui dans les campagnes et les bourgs. Donc, il serait donc indispensable de s'appuyer sur les structures existantes, comme les associations locales, et surtout les syndicats qui restent les organisations populaires les plus massives et présentes localement. Alors, quelques remarques sur ce dernier point. Pour construire une organisation politique de masse implantée localement, il serait nécessaire de renforcer, donc, à un niveau local comme national, les liens entre partis et syndicats qui sont parfois tendus. Et sur ce point, on peut noter que le soutien explicite apporté par la CGT au NFP lors des dernières élections a été plutôt un bon signe. Deuxième remarque, il faut bien sûr que la lutte menée au sein des syndicats contre les idées d'extrême droite se poursuive et s'intensifie. Les syndicats, et plus encore les luttes et les mouvements sociaux, restent à mon avis l'un des meilleurs moyens de recréer une solidarité de classe, par-delà les clivages des classes populaires et en particulier par-delà le racisme. Cela s'est vu, je pense, au moment du mouvement des Gilets jaunes. À cet égard, l'attitude réticente, voire hostile, d'une grande partie des directions syndicales envers le mouvement des Gilets jaunes a été,
une faute sociale et politique majeure, l'inverse même de ce que Gramsci estime être une politique hégémonique, qui vise à unifier l'ensemble des classes populaires. Les occasions de rapprochement entre organisations progressistes et classes populaires rurales sont rares et précieuses. Il faut donc savoir les saisir, et cela n'a pas été fait au niveau national, même si, à un niveau local, ça a été tout à fait différent, et de nombreux militants syndicaux ont soutenu et participé activement au mouvement des Gilets jaunes. Généralement, on peut dire que ce mouvement a montré le potentiel politique des classes populaires rurales et périurbaines, et ainsi constitué une fissure, pour employer un autre terme de Gramsci, une fissure importante dans le bloc rural. Le mouvement des Gilets jaunes peut ainsi être vu comme une phase de guerre de mouvement, mais progressiste, mais qui a malheureusement trop peu nourri la guerre de position de la gauche. Alors, pour conclure, il me semble que les concepts de Gramsci, comme ceux que j'ai évoqués rapidement, d'hégémonie, de corporatisme, d'intellectuel organique, de guerre de mouvement et de guerre de position, nous sont toujours très utiles, même si, bien sûr, il faut les adapter, les interpréter pour voir comment ils s'adaptent, ils sont pertinents dans notre situation et au regard de ce qu'elle a d'unique. Et je pense que s'il y a quelque chose qui reste parfaitement actuel, c'est la devise de Gramsci, que vous avez peut-être déjà entendu, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Pessimisme face aux ravages du capitalisme, mais optimisme en ce qui concerne la capacité des subalternes organisés à leur renverser. Les classes populaires gagnées par l'extrême droite ne parviennent pas à dépasser le pessimisme. Elles ne voient pas d'horizon au-delà de la concurrence généralisée et ne conçoivent la satisfaction de leurs demandes qu'au détriment d'autres groupes subalternes. Le RN reste bien, comme le disait Trotsky du fascisme, le parti du désespoir contre-révolutionnaire. Donc pour le vaincre, la meilleure arme serait donc de faire naître et de faire éprouver concrètement un véritable espoir révolutionnaire. Je vous remercie. Merci Johan pour cette présentation très claire et très actuelle qui repose à nouveau frais des questions qu'on se pose tous au vu des résultats des élections européennes et législatives. Et alors, moi, je voulais continuer sur cette même problématique stratégique et poser cette question que tu as déjà évoquée de l'unification des classes populaires ou de l'unification des subalternes. Et je voulais qu'on réfléchisse tous ensemble à cette unification et cette émergence d'une vision du monde qui soit cohérente. Est-ce qu'elle doit passer par une personnification dans un individu? Et la deuxième question qui va un peu être un fil rouge de ma présentation, ça sera comment est-ce qu'on peut éviter les écueils d'une part d'un dirigisme autoritaire et d'une forme de sectarisme qu'il peut y avoir dans les organisations politiques, et d'autre part d'un culte de la spontanéité qu'on a beaucoup, je pense, vu dans les mouvements sociaux de ces 20 dernières années. Une notion que Gramsci développe qui est, selon moi, pertinente, c'est la notion de césarisme. Et donc, je voulais commencer par vous expliquer ce que Gramsci entend par césarisme. Donc, le terme de césarisme vient de la figure de Jules César, qui aurait été un peu le premier exemple historique d'un despote démocratique, puisqu'il aurait renversé une aristocratie avec l'aide d'un peuple qui aurait été désorganisé sans lui. Et alors Gramsci écrit que le césarisme apparaît dans une situation d'équilibre catastrophique des forces où aucun des camps en présence n'est en situation d'emporter la décision et où, de surcroît, ils menacent de se détruire mutuellement. On a donc une bipartition et il y aurait un moment donné où il y aurait un César qui émergerait et on passerait dans une forme politique tripartite. Le dénouement par le césarisme, ça serait donc un dénouement qui viendrait d'un homme providentiel qui établirait un lien immédiat avec les masses et qui résolverait temporairement la crise. Cette idée qu'on trouve chez Gramsci est assez proche de ce que Weber développe aussi quand il parle de pouvoir charismatique dont la fonction
serait de contrebalancer l'opacité de la dimension bureaucratique et technique des institutions. Donc voilà, on aurait une complexité du fonctionnement de l'État, des appareils d'État, et une figure charismatique viendrait contraster avec cet anonymat et cette opacité des mécanismes de la haute administration, etc. Sauf que Gramsci nous dit que la modernité est particulièrement vulnérable face aux crises d'autorité qui peuvent toucher l'exécutif, mais aussi aux crises de la représentation qui touchent les partis politiques, notamment à cause de cette complexité croissante des appareils d'État, leur bureaucratisation. Aujourd'hui, on parle de technocratie, de caractère antidémocratique du fonctionnement de la haute administration. Et donc je pense que voilà, cette idée de césarisme, elle peut être intéressante pour penser tout ça. Il y a deux types de césarisme chez Gramsci. Le césarisme, il peut être ou bien progressiste ou bien régressif. Il est progressiste quand l'équilibre des forces, donc quand cette tierce force qui émerge autour d'une figure charismatique se dénoue en faveur d'un progrès, d'un degré, il parle de civilisation supérieure, qui passe notamment par une rupture de type institutionnel, d'un passage d'un État à un autre. Le César régressif serait celui qui résout cette crise organique où il y a un équilibre des forces qui les menace de destruction mutuelle. Il résout cette crise par une restauration, donc par une sorte d'évolution qui est en fait une conservation. Et donc le césarisme peut être à la fois peut être ou bien progressiste ou bien régressif. La base sociale du césarisme fasciste, selon Gramsci, est issue sociologiquement de la paysannerie et de la petite bourgeoisie. Et il faut bien comprendre l'influence de l'armée et de la police sur la vie de l'État comme une influence d'une couche sociale particulière dont sont issus les policiers et les militaires. Et ça me faisait m'interroger sur... est-ce que les campagnes ne sont pas plus susceptibles d'être attirées par des formes de césarisme fasciste, puisqu'elles sont sociologiquement et racialement très proches de la couche sociale dont proviennent les policiers? À l'inverse, les habitants des quartiers populaires ou de banlieue sont beaucoup moins proches des personnes qui travaillent dans la police et dans l'armée, ils sont peut-être moins susceptibles d'être attirés par cette option politique. Pour Gramsci, il y a plusieurs caractéristiques du césarisme. Le césarisme, d'abord, il discrédite le parlementarisme et il a aussi la volonté de purger l'État et la société des groupes de pouvoir autonomes. Là, on peut penser aux syndicats, aux associations qui sont la cible particulière du césarisme. La troisième caractéristique est qu'il concentre toutes sortes de processus décisionnels dans les mains d'une seule personne. Alors, donc le césarisme est censé jouer un rôle médiateur face à des antagonismes sociaux qui n'ont pas l'air de se résoudre dans la lutte hégémonique. Et cette médiation de la lutte des classes s'exprime souvent dans un discours nationaliste. Donc on peut penser aux appels à l'unité, à la renaissance nationale, ou encore, peut-être, on peut se demander si la convocation d'une idée de peuple vaguement définie ne serait pas un signe de césarisme, et on peut se demander si ce serait un césarisme progressiste ou régressif. Dans notre époque contemporaine, plusieurs analystes ont essayé de voir des formes contemporaines de césarisme, notamment en Amérique du Sud, où il y a eu des régimes militaires progressistes ou développementalistes. On parle souvent du péronisme comme un césarisme. Et donc ce sont des pouvoirs qui mettent en œuvre des formes de modernisation qui sont à la fois des conservations, puisqu'elles opèrent une modernisation de la société sans remettre en question la dichotomie de classe et sans s'attaquer aux inégalités de classe.
Trump est typiquement une figure contemporaine du césarisme fasciste qui a émergé dans un moment de crise organique des États-Unis, où le tissu de la société américaine était menacé de se désagréger, suite à la pandémie de Covid qui a fait plus de 100 000 morts, à un chômage de masse qui s'accroît et qui touche plus de 20 millions de personnes, et en même temps à des manifestations antiracistes en réponse à l'assassinat de George Floyd par la police. Donc on a un appauvrissement de la classe ouvrière, une multiplication des conflits sociaux qui ont rassemblé les conditions de l'émergence d'un césarisme, et Trump est entré en scène sur la scène politique américaine en essayant de se positionner comme au-dessus justement des conflits partisans. Le facteur décisif de sa victoire étant qu'il a réussi à toucher, à parler à la classe ouvrière blanche, et il leur a parlé avec passion de leurs craintes, leurs préoccupations les plus fondamentales, la sécurité, l'emploi, etc. Il a développé donc toute une rhétorique autour du fait que le système électoral américain était truqué. Donc là, on voit la critique du parlementarisme. Et dans son discours d'investiture, il parlait d'ailleurs des usines rouillées, éparpillées comme des pierres tombales dans le paysage de la nation. Et il disait que la richesse de notre classe moyenne a été arrachée à ses foyers et redistribuée dans le monde entier. Et effectivement, Gramsci pense que le césarisme, même lorsqu'il est régressif, peut initier des réformes qui sont profitables aux travailleurs. Ça ne signifie pas que sous la menace de la désagrégation sociale, le César choisisse de protéger les intérêts des travailleurs contre ceux du capital. Et même si on met de côté la question raciale, qui est évidemment primordiale, le cas de Trump relève évidemment d'un césarisme régressif, puisque face au choix des intérêts des travailleurs contre ceux du capital, il choisit ceux du capital. On peut voir aussi des formes contemporaines de césarisme, et là je renvoie à un article dans Contretemps qui reprend l'idée de Cédric Durand et Razmik Kecheyan de césarisme bureaucratique comme étant quelque chose qui caractérise l'Union européenne, qui serait donc un césarisme non pas militaire, mais un césarisme financier, et qui représenterait cette crise organique des stratégies bourgeoises et de la construction européenne, pour la simple raison que la stratégie bourgeoise néolibérale n'a jamais vraiment abouti à construire ce qu'on appelle un bloc historique, c'est-à-dire une combinaison de conscience et d'action. L'hégémonie contemporaine de la finance représenterait donc ce pseudo-bloc historique, et quand les marchés deviennent la forme dominante des rapports et de cohésion au niveau européen, le bureaucratisme le plus autoritaire et le plus punitif devient la seule forme de gouvernement possible. Et là, donc, je cite Cédric Durand et Razmik Kecheyan qui nous disent que dans ce contexte d'insatisfaction matérielle croissante, les peuples européens, face à la détérioration des gouvernements à l'échelle de l'État et à l'échelle locale, l'incapacité du projet européen à générer du consentement a donc conduit au passage au second plan des institutions démocratiques, au profit d'une stratégie césariste pour maintenir la domination des élites et de la bourgeoisie. Gramsci nous dit aussi qu'il peut y avoir un césarisme qui soit un césarisme sans César. Alors ça, c'est intéressant, un césarisme qui existerait sans grande personnalité héroïque et représentative. Et donc là, on peut penser au gouvernement de coalition d'union nationale, mais on peut se demander si ça pourrait aussi renvoyer aux logiques de front populaire, et si un césarisme progressiste sans César pourrait aussi faire écho à ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui quand on parle de populisme de gauche. Donc le populisme de gauche qui est théorisé par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui sont deux auteurs qui se définissent comme post-marxistes et ont tendance à dévaluer de plus en plus la question de l'ancrage économique, propose donc un modèle politique qui, s'adaptant sans cesse à un contexte socio-historique et à un lieu, articule différentes demandes sociales sous un signifiant
qui serait un signifiant vide, un symbole, une personne, un mot d'ordre, un slogan. Et donc, ça serait ce signifiant vide qui pourrait être autre chose qu'un individu personnel, serait le reflet de l'ensemble de cette classe subalterne unifiée. Et alors, on peut se poser la question de la prééminence de Jean-Luc Mélenchon dans la France insoumise, et en même temps se demander si les institutions de la Ve République ne nous forcent pas à jouer ce jeu-là, ce jeu de la personnification de la politique à outrance. Est-ce qu'on accepte cela? Est-ce qu'on choisit une autre stratégie? Est-ce qu'on se dit que justement c'est stratégique pour gagner la lutte hégémonique? Et comment mettre cette stratégie-là au service de luttes collectives plurielles? Je pense quand même que Gramsci est assez critique du césarisme sous sa forme progressiste, notamment puisqu'il nous dit que la modernité est relativement en contradiction avec cette idée que le parti pourrait être représenté en un individu. Et il nous dit que justement la modernité ne pourra plus revoir de forme de césarisme ancien, et qu'il faut vraiment penser la question du parti comme une question qui est collective, qui implique un collectif. Et donc, on pourrait se demander si le césarisme, la forme du leader charismatique, est-ce une option historiquement périmée ou non? Vous me direz. Je voulais faire un petit mot. Bon, je pense que j'ai pas le temps, mais sur cette question du populisme de gauche aussi, moi j'avais envie de réfléchir un peu à cette référence au peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce qu'un peuple, ça se définit pas surtout par rapport à ceux qui ne sont pas dedans, les étrangers, oui, voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de penser d'autres référents, d'autres mots d'ordre que les termes de peuple qui sont utilisés aujourd'hui? Et du coup, je voulais vous parler de deux expériences historiques de séparation justement de la citoyenneté et de la nationalité pour essayer de penser une unification des classes subalternes et un accès à l'exercice démocratique qui ne soit pas justement corrélé à cette idée de peuple ou de nation. Et donc là, je pense à la Constitution du 3 septembre 1791 qui donne la citoyenneté à tout homme né et domicilié en France, tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui est domicilié en France depuis une année. Bon, voilà, on a lutté, on s'est indigné de la déchéance de nationalité. Est-ce que maintenant, il ne faut pas proposer et lutter aussi pour le droit de vote des étrangers et pour une extension de la citoyenneté au-delà de la nationalité? Merci. C'est une expérience qui a été faite aussi pendant la Commune de Paris, où les communards ont élu à l'unanimité le militant internationaliste hongrois Léo Frankel comme délégué à la Commission du travail et de l'échange, et ont ainsi reconnu aux étrangers le droit d'exercer pleinement la citoyenneté. Et je cite, ils disent « Toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent ». Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce mot « peuple » après tout ça? Je ne sais pas. Bon. Et ensuite, je voulais terminer sur la question donc, du dirigisme et de la spontanéité, puisque je pense que ça a été des questions qui ont été très actuelles dans les années 2010, où on a eu une grande mode autour du comité invisible et peut-être un renouveau de l'anarchisme qu'on n'avait pas vu venir, et une méfiance à l'égard de la forme parti et de toute organisation qui serait hiérarchisée ou un peu verticale. Et en retour, les mouvements spontanés peuvent aussi susciter de la méfiance, comme on a vu avec les Gilets jaunes, cette espèce de
d'agitation complètement hétéroclite qui n'a pas l'air d'avoir de direction unifiée et donc on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Et donc voilà, je voulais terminer sur cette opposition entre dirigisme, verticalisme et ce culte de la spontanéité qui peut y avoir aussi parfois chez certaines franges de la gauche radicale qui les pousse à être fondamentalement critiques des formes d'organisation un peu institutionnelles, que ce soit le parti ou la forme syndicat d'ailleurs. Donc y a-t-il un renouveau de l'anarchisme depuis le début du XXIe siècle avec l'altermondialisme, les mouvements des places publiques, Nuit debout? Quelles sont ses limites? Comment le dépasser? Comment repenser l'organisation, non pas en refaisant ce qui s'est fait au XXe siècle, et tout en étant critique des formes de spontanéisme qui ont pu émerger au XXIe siècle. Donc, Gramsci, il critique à la fois le dirigisme et le sectarisme dont peuvent faire preuve certains partis, et en même temps il est très critique du spontanéisme émeutier un peu libertaire, et notamment il a une controverse avec Rosa Luxembourg sur cette question-là, où il dit qu'en s'en remettant à la spontanéité des masses, on suppose implicitement que des déterminations sociales vont entraîner mécaniquement une société vers le socialisme sans l'intervention d'une volonté collective qui soit unifiée et organisée. Donc le spontanéisme, ça serait un peu le corollaire d'une vision très déterministe et mécaniste de l'histoire. Et poser la question de l'organisation, ça serait affirmer qu'on peut donc influer sur la conjoncture, même quand elle est censée être défavorable, et qu'on peut intervenir collectivement en sortant d'un rapport mécanique à plus les gens vont être pauvres, plus ils auront de raisons de se révolter, donc en fait il faudrait presque militer pour que les gens soient dans des conditions de vie de pire en pire, parce que comme ça ils iront plus en manif. Bon. et donc voilà. La question et je finis là-dessus, la question de ce renouveau des idées libertaires sur les questions d'organisation, d'horizontalité, de verticalité, elle nous limite aussi à contourner la question de l'hégémonie idéologique et culturelle du pouvoir et à nous exprimer uniquement dans des tactiques qu'on pourrait qualifier d'infrapolitiques, caché, d'évitement, de retrait du capitalisme. Et alors ça, est-ce qu'on peut se demander, enfin c'est un peu un aveu d'échec, ça veut dire qu'on avoue qu'on ne cherche pas à prendre le pouvoir et à transformer radicalement les institutions, le système économique, le système politique. Donc je pense qu'il faut remettre cette question de la conscience et de l'organisation au centre de la question, et peut-être défendre Gramsci lorsqu'il est attaqué d'être un léniniste primaire et caricatural, et peut-être qu'il faut qu'on revienne à des formes d'organisation qui peuvent être héritières d'une certaine forme de léninisme réactualisé aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole à Stathis. Merci Galatée. Tu m'as offert exactement une transition parfaite en fait pour mon propos. Je voudrais d'abord vous remercier aussi toutes et tous de résister à cette étuve et de tenir encore pour voilà le temps qui nous reste. Voilà, alors la transition idéale, parce que j'ai choisi effectivement d'aborder la question qui est indiquée par le titre de cette séance, Pensez nos luttes avec Gramsci, en me focalisant sur cette question de l'organisation. Et je l'ai fait pour deux raisons. D'une part, parce que la question de l'organisation est le point qui concentre la pensée politique de Gramsci, donc Gramsci tout entier en un sens. Et de ce fait, elle est le point qui concentre aussi les controverses dont cette pensée a fait l'objet.
D'autre part, et surtout parce que cette question de l'organisation représente, et Galatée l'a dit, le principal défi auquel les luttes de classe et les luttes des groupes dominés sont actuellement confrontés. C'est un défi au sens où il indique un point d'achoppement, une difficulté persistante, mais aussi un espace de réflexion et d'élaboration dans lequel l'apport de la pensée gramscienne peut s'avérer significatif et je dirais même décisif. J'introduis le problème par une référence à l'expérience de la vague la plus importante de soulèvement populaire des 15 dernières années, celle qu'on a nommée les printemps arabes. Ces soulèvements, vous le savez sans doute, se sont eux-mêmes nommés révolutions, en arabe thawra. Ils ont ainsi remis en circulation, à une échelle de masse, un vocable qu'on croyait oublié depuis l'écroulement du bloc soviétique et le tournant capitaliste de la Chine. Ces soulèvements partagent en effet certaines caractéristiques essentielles des révolutions de l'ère moderne. Ils ont mis en mouvement des masses considérables autour de revendications démocratiques et renversé 4 régimes autoritaires en Tunisie, en Égypte, au Yémen et en Libye. Leur impact a du reste largement débordé leurs frontières nationales pour s'étendre au Moyen-Orient tout entier et même au-delà. Fait tout à fait remarquable, ces révolutions ont agi comme une source d'inspiration pour de puissants mouvements dans les pays du Nord, en particulier pour les mouvements d'occupation des places en Espagne, en Grèce ou à New York, le mouvement Occupy. Pourtant, on ne peut que relever un décalage proprement abyssal entre l'ampleur de ces révolutions en tant que mouvement de masse et la modestie, voire l'inexistence des résultats en termes de changement dans l'ordre politique et davantage encore dans l'ordre socio-économique. Partout, à commencer par l'Égypte, on a assisté à des phénomènes de restauration, voire même, en Libye ou au Yémen, d'effondrement total de l'État, de guerre civile et de partition du pays, des processus dans lesquels les interventions militaires étrangères ont joué un rôle décisif. Pendant une période, la Tunisie a pu faire figure d'exception en instaurant un nouvel ordre constitutionnel incontestablement démocratique et pluraliste. On aurait pu donc parler dans ce cas d'une révolution politique réussie. Mais il est apparu assez rapidement que l'incapacité totale du nouveau régime à apporter des solutions aux problèmes sociaux et économiques explosifs que connaît le pays a conduit à son discrédit profond et à une solution bonapartiste, celle qu'incarne l'actuel président Haït Saïed, qui est en passe de liquider l'essentiel de l'acquis démocratique de la révolution de 2011. Dans tous les cas, on peut dire que les élites et classes dominantes des pays en question n'ont guère été inquiétées pendant cette séquence, et cela marque très certainement une différence fondamentale avec l'ensemble des révolutions qui ont précédé dans l'histoire. Ce qui pose tout naturellement la question de savoir si ces soulèvements peuvent effectivement être caractérisés de révolution. Et cela fait d'ailleurs débat, tant au niveau des opinions publiques des pays concernés que des chercheurs qui se sont penchés sur cette question. Dans un ouvrage important consacré à ce sujet, le sociologue irano-américain Asef Bayat, qui a lui-même participé activement à la révolution iranienne de 1979, donne 3 facteurs explicatifs à ce décalage entre mouvement et résultat qui caractérise ces révolutions. Le premier est leur absence d'ancrage institutionnel, d'ancrage intellectuel, au sens d'un ensemble systématisé d'idées qui informent la conscience des acteurs, façonnent leur vision, leur stratégie et le type de leadership que se donnent ces mouvements. Le deuxième facteur, qui découle d'ailleurs du précédent, est leur absence de radicalisme. Malgré de fortes revendications sociales venant d'en bas et de références à des notions assez vagues comme la justice sociale, les modèles socio-économiques et politiques actuellement dominants, pour aller vite, le capitalisme et la démocratie dite libérale, n'ont guère été remis en cause. Le troisième facteur, qui est également dans la suite des 2 qui précèdent, est l'absence de rupture avec les fondamentaux de l'ordre antérieur. Absence de rupture, je l'ai dit, non seulement au niveau socio-économique, mais même au niveau politique. Les élites au pouvoir et les institutions clés de ces États, armée, police, etc., sont restées à peu près intactes tout au long de ces processus. Je pense qu'à cela, on peut ajouter un 4e facteur, étroitement lié également à tout ce qui précède. Ces mouvements n'ont pas laissé derrière eux d'institutions ou de formes d'organisation nouvelles et durables. Certes, on a vu apparaître un peu partout des formes de type assemblée et structures auto-organisées ad hoc. Il faut également noter que ces mouvements étaient beaucoup moins spontanés qu'on a voulu le faire croire, au sens où, au sein des sociétés civiles des pays concernés, diverses activités oppositionnelles, plus ou moins formalisées
ou diffuses, avaient préparé le terrain à ces soulèvements et ont par la suite pesé dans leur déroulement. Néanmoins, ces formes d'auto-organisation se sont révélées éphémères et les structures préexistantes de l'action populaire ne sont guère sorties renforcées. On peut même dire que suite aux restaurations autoritaires, à la répression et au sentiment de défaite et de démoralisation qui les a accompagnées, elles en sont sorties affaiblies. Je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps sur le bilan des printemps arabes, sauf pour souligner qu'il n'est pas une exception, mais un cas paroxystique, il me semble, d'une tendance générale, celle d'un décalage persistant et considérable entre les mouvements sociaux, y compris les mouvements les plus massifs, et les résultats obtenus, et ce à l'échelle mondiale, y compris dans nos pays. Malgré l'ampleur de la crise économique de 2008, malgré les secousses majeures qu'elle a provoquées ou accélérées, malgré un mécontentement populaire réel, le capitalisme néolibéral paraît au bout du compte peu ébranlé, a fortiori si on prend en compte qu'une bonne partie de ce mécontentement est captée par des mouvements réactionnaires et d'extrême droite. Des cas ont été cités par les intervenants précédents. C'est la première raison qui rend, à mon sens, nécessaire de se pencher sérieusement sur Gramsci, car tel est précisément le type de situation que Gramsci a analysé. Une situation où les masses populaires échouent à sortir de leurs conditions de subalternité, c'est-à-dire, je définis le terme, de fragmentation et d'impuissance, même lorsqu'elles se mettent en mouvement. C'est ça le facteur décisif, en fait. C'est le sens de la critique de Gramsci, non de la spontanéité en tant que telle, mais du culte de la spontanéité auquel se livrent des théoriciens libertaires. À son époque, c'était Georges Sorel, le théoricien français du syndicalisme révolutionnaire. Gallaté a déjà fait référence à cet aspect. Pour Gramsci, des actions comme la grève générale, ou même un soulèvement populaire qui ne s'inscrit pas dans une perspective politique, sont des actions essentiellement négatives. Négatives car elles expriment le refus des rapports existants, mais leur dimension positive, bien que réelle et importante, demeure limitée à la convergence des volontés des participants. Il s'agit, selon Gramsci, je le cite, d'une phase primitive et élémentaire de la volonté collective, et on peut prédire qu'une volonté collective ainsi formée s'éparpillera en une infinité de volontés singulières qui, au cours de la phase positive de ce processus, suivront des directions différentes et opposées les unes aux autres. La deuxième raison qui devrait nous inciter à revenir à Gramsci est que les facteurs mentionnés auparavant pour rendre compte de l'échec des soulèvements arabes correspondent très exactement aux fonctions que Gramsci assigne à l'organisation politique, c'est-à-dire l'ancrage parmi les acteurs de la lutte d'une vision d'ensemble en rupture avec l'ordre sociopolitique existant, donc d'un programme qui en précise les conditions et pense la stratégie pour y parvenir. La façon habituelle de présenter sa conception reprend son plaidoyer dans le 13e des cahiers de prison. Johan vous a parlé de ce travail, dans lequel Gramsci appelle à la constitution d'un prince moderne, c'est son expression, sous la forme du Parti communiste révolutionnaire dans lequel il inscrivait sa propre action. Alors, le terme de prince, qui peut vous sembler étrange, renvoie à la figure évoquée par Machiavel dans le célèbre opuscule qui porte ce titre. Il faut toutefois souligner que Gramsci l'interprète d'emblée, non pas tant comme un appel à une personnalité exceptionnelle, mais comme la représentation d'un procès de formation d'une volonté collective. C'est sa formulation. Sous la plume de Machiavel, cette représentation prend les traits fictionnels d'une personne concrète, adaptée aux conditions de son époque, et susceptible d'agir sur l'imagination, nous dit Gramsci, d'un peuple dispersé et pulvérisé dans le but d'en susciter et d'en organiser la volonté collective. Ce qui relie Gramsci à Machiavel, c'est donc leur point de départ, c'est-à-dire le constat d'un manque, le manque d'une forme politique adéquate à la formation d'une volonté collective capable de faire face aux tâches historiques de la période. Pour Machiavel, ces tâches sont celles de l'unification de l'Italie, alors fragmentée en une multitude de principautés et de villes. Pour Gramsci, c'est celle d'une révolution sociale, mais qui aurait aussi à achever la tâche d'unification nationale de l'Italie. Cette tâche, la bourgeoisie italienne ne l'a que partiellement accomplie, du fait de son compromis avec la grande propriété terrienne du sud du pays, qui a perpétué un régime de colonisation intérieure du sud par le nord industriel et capitaliste. D'un autre côté, il faut aussi dire que le Parti communiste, à la fondation duquel Gramsci a participé, n'était en aucune façon ce prince moderne
qu'il analyse dans ses cahiers de prison, mais un organisme balbutiant, peu cohérent, imprégné du sectarisme gauchiste de son premier dirigeant, Amadeo Bordiga, qui n'a pas été d'ailleurs sans influencer dans un premier temps Gramsci lui-même. La question de la forme politique comme manque sur fond d'échec et de fragmentation des forces sociales capables d'initiatives historiques, c'est-à-dire des classes populaires et travailleuses, voilà donc ce qui rend actuel Machiavel aux yeux de Gramsci et qui rend, à mon sens, Gramsci pertinent à nos yeux, c'est-à-dire pour notre situation. Pour l'un comme pour l'autre, la forme politique adéquate est quelque chose à venir, c'est-à-dire à construire, mais à construire de façon réaliste, à partir d'éléments et de tendances déjà à l'œuvre dans les rapports sociaux et les expériences concrètes de la lutte à un niveau à la fois national et international. L'expérience internationale majeure pour Gramsci et pour son époque, c'était bien sûr la Révolution russe de 1917. C'est cette méthode qui doit, à mon sens, nous inspirer dans les tâches auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Donc la méthode, si vous voulez, plus que la forme dans le sens précis et détaillé que Gramsci nous expose. Je voudrais maintenant procéder à une esquisse de ce qui me semble au cœur de l'originalité de la façon dont Gramsci pose la question de l'organisation politique, à savoir une façon élargie, qui déborde ce qu'on entend couramment par parti politique, mais qui l'inclut et en préserve la fonction spécifique. Je commencerai par un passage canonique de ce fameux 13e cahier, qui fournit une première définition de la forme politique telle que Gramsci l'envisage. Celle-ci, le prince moderne donc, ne peut n'être qu'un organisme, dit Gramsci, un élément complexe de société dans lequel a commencé déjà à se concrétiser une volonté collective qui s'est reconnue et affirmée en partie dans l'action. Cet organisme est déjà donné par le développement historique et c'est le parti politique, première cellule dans laquelle se concentrent des germes de volonté collective qui tendent à devenir universels et totaux. Voilà. C'est un passage très dense, comme le sont d'ailleurs la plupart des passages des cahiers de prison, et je vais essayer maintenant d'en dégager quelques lignes de force. Disons tout d'abord que cet organisme, s'il est manquant, c'est-à-dire à construire, n'est pas une invention à partir de rien. La volonté collective qui se concrétise en lui est elle-même un élément de société. Elle ne lui est pas extérieure. Elle n'est pas une volonté arbitraire. Elle ne se ramène pas au désir d'une avant-garde autoproclamée. C'est une volonté qui doit se fonder sur une réalité effective, que Gramsci comprend de façon dynamique comme, je le cite, un rapport de force en continuel mouvement et changement d'équilibre. En d'autres termes, les composantes de ce processus existent déjà dans la société, ou plus exactement dans les expériences de lutte des classes et groupes dominés, et c'est en les combinant et en les élargissant qu'on aboutit à une forme plus cohérente, supérieure, capable de porter l'action politique transformatrice au niveau qui est exigé par les tâches historiques. Le deuxième point, c'est que le parti lui-même doit être compris en termes de processus. Bon, je me suis déjà référé à la formulation qui se réfère au prince machiavélien comme un, pour citer Gramsci, procès de formation d'une volonté collective. Ce processus, je vais y revenir dans un instant, doit être compris de façon large, c'est-à-dire comme comportant plusieurs niveaux et aussi de façon expansive, c'est-à-dire comme ayant vocation à agir sur l'ensemble des activités sociales. Pour Gramsci, comme pour Marx et Engels, il y a, Johann l'a très fortement et justement souligné dans son ouvrage, d'une part, le parti au sens large, parti au sens historique, nous dit Marx, qui couvre l'ensemble des formes d'organisation que se donnent les classes et les groupes dominés. Et de l'autre, le parti au sens d'une organisation spécifique, qui aspire à assumer une fonction particulière, mais décisive, celle de direction. Gramsci articule aussi ainsi le bloc social actif et le parti au sens spécifique et formel. Je cite Gramsci, « Le parti politique n'est pas seulement l'organisation technique du parti lui-même, mais tout le bloc social actif dont le parti est le guide parce qu'il en est l'expression nécessaire. » Pour le dire autrement, en tant qu'il se met en mouvement, en tant qu'il devient actif, un bloc participe de la formation d'une volonté collective, il devient politique et contrecarre la condition de subalternité, c'est-à-dire la fragmentation et l'impuissance qui en découlent, par le jeu de l'articulation de ces deux dimensions.
pour agir donc en tant que véritable force, dotée d'une cohésion interne, dans le champ par définition conflictuel de la lutte politique, des points de condensation, c'est-à-dire de centralisation de cette volonté, sont nécessaires. Le parti au sens intégral, dans ces deux dimensions, réside dans l'articulation des deux partis, large et spécifique, et ce n'est que lorsque cette articulation est suffisamment robuste que l'on peut dire que la volonté collective s'est effectivement formée comme une volonté active, effective, agissante et transformatrice. Et c'est de cela dont dépend, et c'est un point qu'on oublie souvent, la capacité de cette volonté d'affronter et de vaincre un adversaire qui, s'agissant des classes dominantes, est par définition plus puissant, car, pour aller vite, il contrôle l'État et le pouvoir économique ou bénéficie massivement de l'appui du pouvoir politique. Vaincre signifie donc poser l'objectif du pouvoir, car pour Gramsci, contrairement à la vulgate qui a actuellement cours et qui le réduit à un théoricien de la bataille des idées, l'objectif stratégique de la lutte est le renversement du capitalisme, et cela est impossible sans la conquête de l'État et sa transformation radicale, la création d'un État de type nouveau, nous dit Gramsci. Ce qui rend la conception gramscienne du parti particulièrement originale est donc, à mon sens, cette double relation dialectique, d'interaction, si vous voulez, entre le parti large et le parti spécifique qui en assume la direction. Et au sein de ce parti spécifique, formalisé, si vous voulez, entre sa base et sa direction, ou plus exactement, car la relation est à trois termes, entre la base, la direction et la médiation qui les relie, à savoir les cadres intermédiaires. Il faut toutefois préciser d'emblée que ce qui relie pour Gramsci en profondeur ces deux aspects, ce n'est pas tant telle ou telle modalité ou technique d'organisation, car celle-ci varie considérablement selon les périodes historiques, et on peut considérer à cet égard que le Parti communiste révolutionnaire tel que Gramsci l'avait en tête, et dans la mesure où il avait vécu, est quelque chose de daté, mais c'est quelque chose de plus fondamental, qui est la base non seulement de la conception gramscienne du parti, mais aussi, je dirais, de l'ensemble de sa pensée. Et cette dimension, Johan y a déjà fait référence, consiste à concevoir le travail d'organisation comme un travail intellectuel à part entière, et inversement, le travail intellectuel comme contenant une dimension au moins implicite et partielle de travail d'organisation. Gramsci, on le sait, et Johan l'a rappelé, redéfinit radicalement la notion d'intellectuel, en l'élargissant à tout le travail d'encadrement et de transformation des représentations, idées et sentiments des masses. En ce sens, tout intellectuel est organique, car il participe de façon plus ou moins directe à organiser les masses, et tout intellectuel est à son tour inséré dans une organisation, une institution publique et ou un groupement de la société civile. Sont ainsi considérés comme intellectuels non seulement les professionnels de la culture, de l'enseignement ou de l'art, ce que Gramsci a appelé les intellectuels traditionnels, car ils sont issus des configurations antérieures de la fonction intellectuelle, mais aussi les journalistes, les ingénieurs, les organisateurs des activités économiques, les militants de toutes sortes, et plus largement, tous ceux qui participent au groupement actif de la société civile. Donc vous comprenez que ce que nous faisons à l'heure actuelle, maintenant, aujourd'hui, c'est un travail intellectuel dans un sens extrêmement puissant, extrêmement fort. D'une certaine façon, c'est l'essence même de ce en quoi consiste le travail intellectuel pour Gramsci. Une asymétrie apparaît toutefois ici d'emblée entre les dominants et les dominés, c'est-à-dire entre les classes dominantes qui sont en mesure de produire leurs intellectuels organiques dans les institutions étatiques, les principaux secteurs de la société civile, en particulier les médias. Gramsci est un très grand théoricien des médias tels qu'ils étaient à son époque, et aussi les échelons supérieurs du monde économique. Les dominants ont donc moins besoin de partis politiques, car ils disposent de puissants moyens pour construire le consentement à leur domination. Point d'aboutissement de ce processus, Macron n'a pas besoin d'un véritable parti politique. Bon. À l'inverse, écrit Gramsci, pour certains groupes sociaux, c'est-à-dire les dominés, qui sont cantonnés à des positions subordonnées dans tous les secteurs de l'activité sociale et économique, le parti politique, je le cite, n'est pas autre chose que leur propre manière d'élaborer leur catégorie d'intellectuels organiques. La fonction fondamentale du parti, qu'il faut entendre ici au sens large, est donc, je cite à nouveau Gramsci, d'élaborer ses propres composants, à partir d'éléments issus du groupe qu'il transforme finalement en intellectuels politiques qualifiés, en dirigeants, en organisateurs de toutes les activités et de toutes les fonctions inhérentes au développement organique d'une société intégrale, civile et politique.
La société intégrale, vous l'aurez sans doute compris, désigne ici la société émancipée, libérée de la domination de classe. Et on comprend que pour Gramsci, cette diffusion, c'est-à-dire la socialisation de la fonction intellectuelle, prend appui sur le processus qui est déjà en cours dans la société moderne et que l'organisation des dominés peut porter à un niveau supérieur. C'est à la fois un moyen nécessaire de l'émancipation, mais aussi son but, nous dit Gramsci, car le but de l'émancipation, il le définit ainsi, développer la personnalité devenue autonome et responsable. Et Gramsci conclut logiquement, je le cite, qu'on doive considérer tous les membres d'un parti politique, au sens large, comme des intellectuels, voilà une affirmation qui peut provoquer les plaisanteries et les caricatures. Et cependant, si on y réfléchit, rien n'est plus exact. Bien sûr, il y a une différence de degré, dit Gramsci, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la fonction qui est de diriger et d'organiser, c'est-à-dire une fonction éducative, une fonction intellectuelle. L'importance de cette fonction éducative de l'organisation, du parti dans les deux sens du terme, a été à juste titre soulignée dans toutes les présentations de la pensée politique de Gramsci. Elle est en effet directement liée au concept qui est toujours associé à Gramsci, Johan l'a dit, à savoir celui d'hégémonie, c'est-à-dire de capacité de direction dont toute classe ou bloc entre classes, deux classes différentes, aspirant au pouvoir, doit faire preuve pour atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle, sans s'y réduire, la lutte de classe des dominés comporte une forte dimension culturelle et intellectuelle qui vise à saper l'hégémonie des groupes dominants, leur emprise sur les groupes dominés, et à renforcer l'autonomie de ces groupes dominés, à les désubalterniser, si on me permet ce néologisme. Mais l'organisation ne se résume pas à cela, car l'organisation comporte aussi la dimension de la direction, de l'unification et donc de la centralisation des volontés. C'est le moment propre au parti politique au sens spécifique, d'organisation structurée aspirant à jouer un rôle de direction. Ce dispositif implique une dimension de discipline, donc de contrainte, même si Gramsci insiste sur le fait qu'elle ne doit pas être comprise comme une contrainte purement externe, mécanique, mais vécue comme une contrainte librement acceptée, ce qui suppose à son tour une forme d'homogénéisation préalable de ce corps collectif qui le constitue justement comme un corps collectif. C'est dans ce cadre que Gramsci conçoit le centralisme démocratique, selon le modèle et la formulation systématisée par l'internationale communiste de son époque, qui mettait l'accent sur un mode militaire ou quasi militaire d'organisation, modèle qu'il ne renie pas, mais infléchi dans le sens de la valorisation de la dimension d'une recherche constante de la participation et de l'activité des militants au sein d'un organisme qui doit rester vivant et lutter contre ses propres tendances à la bureaucratisation. Je conclus. Dans les conditions sociales et idéologiques qui sont les nôtres, à savoir celles de subjectivité façonnées par le capitalisme néolibéral et ses technologies sociales, mais aussi par l'expérience des défaites des expériences révolutionnaires du XXe siècle, cette dimension est moins immédiatement populaire, pour le dire poliment. Pourtant, elle conditionne non seulement l'efficacité de l'action politique des dominés, mais l'effectivité même de son apprentissage et de sa pratique. Car l'apprentissage est par définition un processus qui n'est jamais achevé. Autonomie et contrainte, discipline et liberté ne s'excluent donc pas forcément, et sous certaines conditions, ils constituent les deux phases du processus de libération. En matière d'organisation, le réalisme de Gramsci, qui est un réalisme révolutionnaire, nous confronte donc à la complexité de l'action transformatrice dans des conditions qui lui sont par définition hostiles. Car comme le disait un autre grand théoricien et artiste marxiste, Bertolt Brecht, on ne peut avoir la liberté avant la libération, c'est-à-dire sans passer par le tortueux et parfois douloureux chemin qui y conduit. Merci. Donc on va prendre une série de questions pour les personnes qui souhaitent en poser. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions respectives.
D'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui a été très intéressante. Vous avez parlé rapidement de l'idée l'état d'un type nouveau dont Gramsci parlait. Il a aussi écrit sur les comités de fabrique, etc., un peu plus tôt, donc dans les années 20, sauf erreur. Est-ce que c'est des idées qui vous semblent aussi importantes pour notre époque, les idées de démocratie d'entreprise? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qu'il faut reprendre chez lui, ou vous avez l'impression que c'est quelque chose au XXIe siècle qui est plus vraiment d'actualité? Bonjour, moi je voulais vous poser une question sur les médias d'information que vous avez évoqués brièvement. Vous disiez que c'était un grand théoricien des médias. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel rôle spécifique joue le journaliste comme intellectuel organique? Et puis si vous avez quelques références bibliographiques, je suis preneur. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre intervention et je vous renvoie l'appareil aussi et je vous remercie d'avoir tenu aussi longtemps dans cette étude aussi parce que c'était pas facile. Et je voulais savoir parce qu'effectivement vous avez parlé d'une forme un peu plus triviale, on va dire, du niveau de recherche de Gramsci dans tout ce qui est médias. Mais c'est une forme qui est revenue à la mode et qui a notamment été reprise par beaucoup d'intellectuels de droite et d'extrême droite qui sont censés quand même être plutôt comme étant constituants de la classe dominante à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qui explique que eux, qui je pense sont peut-être quand même au fait de la personne et des outils qu'ils emploient, réutilisent du coup cet intellectuel-là et ces outils-là à des fins moins subversives, on va dire. Voilà. Bonjour, merci. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a un raccourci qui pourrait nous expliquer ce qu'il entend par progressisme et dans quel texte? Bon, je vais bien commencer, je ne vais peut-être pas répondre à tout, je laisserai, enfin, on verra. Voilà, première question, état de type nouveau, d'un type nouveau. Alors, je pense que c'est une formule qui vient de Lénine, et chez Lénine comme chez Gramsci, l'idée c'est de dire que si les classes populaires et le prolétariat en particulier prennent le pouvoir, ils ne vont pas juste pouvoir utiliser l'État dans sa forme actuelle. Bon, avec la révolution russe, que ça impliquait de baser l'État de type nouveau sur les soviets, et donc plus du tout sur la démocratie représentative bourgeoise, etc., sans même parler de l'État d'avant, l'État tsariste. Et Gramsci, effectivement, dans les années 1919-1920, a animé un mouvement d'usines à Turin, notamment à la Fiat, où il s'agissait à partir des conseils d'usine, donc c'était de la démocratie directe, c'est pas exactement des soviets, mais ça s'en rapproche. Et il s'agissait de fonder un nouveau type d'État à partir de ça. Alors après, Gramsci, plus tard, s'est un peu détaché de ça, parce qu'il s'est dit, bon, il n'y a pas que des ouvriers dans des très grandes usines très concentrées. Précisément, il y a aussi le sud de l'Italie, où il y a des tas de paysans qui ne sont pas du tout en usine, donc on ne peut pas juste fonder un État sur des comités d'usine. Qu'est-ce qu'on fait des campagnes, qu'est-ce qu'on fait des plus petites structures, etc. Mais il n'a jamais abandonné l'idée qu'il fallait complètement changer la forme d'État et que la démocratie, bon, dans les termes de l'époque, la démocratie prolétarienne, on peut dire la démocratie adaptée à une société post-capitaliste, communiste, ne peut pas avoir la même forme qu'une démocratie où c'est la bourgeoisie, la classe dominante. Donc ça me semble toujours parfaitement actuel. Voilà, donc il s'agit de dépasser la Ve République, mais probablement d'aller encore plus loin, et d'articuler des formes de démocratie parlementaire avec des formes le plus possible de formes de démocratie directe, et en particulier ancrées dans les lieux de travail, mais aussi les lieux de vie, etc. Gramsci pour l'extrême droite. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose d'assez français.
d'utiliser Gramsci à l'extrême droite, ça vient à l'origine d'un intellectuel qui s'appelle Alain de Benoît, dans les années 70, qui est l'un des plus malins de la bande des intellectuels d'extrême droite, et qui s'est dit à l'époque, le marxisme et la pensée de gauche sont dominantes. Comment faire, là où il y a le plus de créativité du moins, et il est plus répandu dans l'université, ça a changé depuis, mais comment inverser les choses et faire de la bataille des idées, mais dans notre sens, c'est-à-dire dans le sens du fascisme. Bon, et du coup, pour lui, la lutte hégémonique de Gramsci, c'était de la bataille des idées. Il a réduit les concepts de Gramsci à ça. Mais du coup, c'est une vraie distorsion, parce qu'il a coupé l'histoire de la bataille des idées, qui est réelle chez Gramsci, de tout l'ancrage et de tout ce qu'il y a de... dans quoi elle prend sens, à savoir la lutte des classes menée par les subalternes pour s'émanciper. Et alors aujourd'hui, pourquoi il y a tout un tas de politiciens, Sarkozy l'a fait à un moment donné, lui-même c'est parce qu'il était influencé par Patrick Buisson, qui était un ancien d'extrême droite et qui connaissait Alain de Benoît, etc. Donc il y a une filiation comme ça, mais aussi c'est simplement pour semer la confusion, laisser penser que la droite et la gauche n'ont pas de sens, etc., brouiller les lignes. Il y a aussi un usage comme ça, très opportuniste de Gramsci, comme il y a eu un des usages de Jaurès, de Guy Môquet. Bon. Voilà, mais je pense qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à retirer de ça et qu'il faut s'en désintéresser. Mais... Je réagis à la question sur la démocratie dans l'entreprise, les conseils d'usine, etc. Et je me pose quand même la question de la fin de la centralité de l'entreprise aujourd'hui, quand on a des travailleurs qui sont à moitié en télétravail chez eux, à moitié au bureau, quand on a aussi beaucoup de travailleurs qui ont des statuts d'auto-entrepreneurs, qui sont indépendants, et qu'on a une économie qui, justement, essaye de faire en sorte que les travailleurs ne se retrouvent jamais physiquement dans un même lieu. Et donc, cette question des conseils et de la démocratie de l'entreprise, je ne sais pas trop comment on peut la réactualiser aujourd'hui en prenant en compte justement cette difficulté à se croiser, se voir, s'organiser, parce qu'on travaille de moins en moins ensemble, le processus de travail est de plus en plus divisé et on fait de plus en plus appel à des intérimaires qui viennent 2 semaines et qui repartent, des auto-entrepreneurs, des indépendants, etc. Et donc ça change quand même beaucoup d'une époque où la majorité des travailleurs étaient salariés et avaient un CDI et donc côtoyaient des gens qu'ils connaissaient depuis déjà plusieurs années, et il y avait une possibilité de s'organiser au sein d'un même lieu, dans le temps, etc. Donc alors comment on voit ce rapport à l'entreprise, à l'usine, et au fait qu'il y a un éclatement un peu des travailleurs qui est le produit du néolibéralisme et un décroissement du statut de salarié qui devient de plus en plus rare. Voilà. Oui, alors je prends un peu les questions dans l'ordre. La question de l'état de type nouveau, les conseils d'usine, Johan a dit l'essentiel, c'est-à-dire Gramsci revient sur sa première théorisation parce qu'il comprend que finalement les conseils d'usine ont porté la question du pouvoir, mais de façon très limitée. Donc il faut dépasser la forme conseil d'usine vers précisément le parti politique. Ceci étant, il faut se demander pourquoi est-ce que dans toutes les expériences de grands mouvements et de grandes luttes de la dernière période, contrairement à celles des années 60-70 par exemple, on n'a pas vu des formes d'auto-organisation émerger au niveau des entreprises, sur le lieu de travail. On les a vues émerger exclusivement au niveau local, même si elles étaient temporaires.
Et je crois qu'une partie de ça, Galatée a déjà donné des indications, c'est-à-dire c'est la technologie du capitalisme lui-même, les nouvelles méthodes du management, la fragmentation du salariat à l'intérieur même de l'entreprise, l'affaiblissement du mouvement syndical qui en résulte, mais qui résulte aussi du fait qu'il a perdu des batailles sociales et politiques majeures. Tout ça empêche. Et à mon avis, et là je serais tenté de rappeler la formule de Gramsci, que l'hégémonie se construit à partir de l'usine, et je pense qu'on n'arrivera pas à défier véritablement l'hégémonie capitaliste actuelle si on n'invente pas, si on n'arrive pas à s'implanter aussi au niveau du monde du travail et sur le lieu même du travail et de la production. Et ça commence, ça ne se limite pas, mais ça commence par le mouvement syndical. Et on voit quand même au niveau du mouvement syndical des expériences assez originales. Vous avez sans doute suivi aux États-Unis, par exemple, la façon dont, dans des secteurs extrêmement difficiles, comme la logistique, comme Amazon, etc., on a vu émerger des nouvelles pratiques syndicales, en fait, très différentes justement des pratiques syndicales traditionnelles, mais qui sont quand même authentiquement des pratiques syndicales avec des grèves et dont certaines ont même pu aboutir à des acquis intéressants et aussi des luttes syndicales plus classiques en des directions plus combatives, par exemple dans l'automobile aux États-Unis. Et bon, c'est quand même le pays capitaliste et impérialiste dominant, donc c'est important. Alors, la question des médias est tout à fait stratégique, pour Gramsci, pour aller vite, parce que, même si on ne peut pas le réduire à ça, il est évident que Gramsci a essayé de penser justement l'aspect décisif du consentement des dominés, c'est-à-dire le fait que la domination de classe ne peut pas reposer simplement sur la force, mais aussi le consentement. Le fait que dans les pays, ce qu'il appelle à son époque l'Occident, c'est-à-dire pas la Russie tsariste si vous voulez, mais une société civile riche justement, a rendu nécessaire pour que la bourgeoisie puisse stabiliser son pouvoir en tant que classe dominante, une société civile complexe, riche, mais dans laquelle elle arrive justement à s'imposer. Et donc à l'inverse, les dominés doivent mener une guerre d'opposition à l'intérieur même de cette société civile, même si le but stratégique et le renversement du rapport de force ne peut pas intervenir avant la conquête de la société politique, c'est-à-dire de l'État et du pouvoir politique. Bon. Alors, pour les médias maintenant, je vais d'une certaine façon, je crois, compléter, mais je ne pense pas qu'il sera en désaccord, ce qu'a dit Gramsci. Il a parlé du bloc rural d'extrême droite et du rôle que joue, en reprenant l'analyse de Benoît Coquart, de la petite bourgeoisie traditionnelle, des petits patrons commerçants et du rôle qu'ils jouent à l'échelle locale. Oui, très bien, mais et en particulier dans les zones rurales, le poids des médias et de certains médias qu'on connaît bien est tout à fait écrasant. C'est aussi les zones où on regarde le plus la télé, ce n'est pas un hasard. Donc je pense que si Gramsci vivait aujourd'hui, il nous dirait que les intellectuels organiques de l'extrême droite et du fascisme émergent en France, c'est BFM TV et CNews. Voilà, c'est là où s'élabore et que sans ça, alors comment faire contrepoids à ça ? Eh bien, si vous voulez, en dernière analyse, je vais dire les choses parce qu'on n'a pas le temps de manière brutale, l'organisation est elle-même le média. C'est ça en fait. Alors, évidemment, chez Gramsci, il y a une réflexion plus spécifique sur les médias de son époque, en particulier la grande presse. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que les dominés doivent créer, d'une certaine façon, leur propre média alternatif. Mais finalement, le plus grand média alternatif et le média alternatif le plus décisif, c'est l'organisation politique elle-même. Le parti au sens large et le parti au sens spécifique. Et ça, je crois que ça rejoint justement ce que nous dit Benoît Coquart. C'est-à-dire, ces gens-là, et ça, il le dit beaucoup dans ses interventions, ils n'ont jamais, pour les générations les plus récentes notamment, ils n'ont jamais rencontré de leur vie, dans leur coin, un militant de gauche ou une militante de gauche. Jamais. Donc, si on ne restaure pas des conditions de véritable proximité et de présence physique, justement, dans ces territoires, on ne pourra pas casser le bloc rural fasciste, en tout cas la composante populaire. Mais c'est celle qui nous intéresse en premier lieu, bien sûr, parce qu'il faut le dire aussi, il n'y a pas que les classes populaires qui votent pour le fascisme, mais sa véritable force est d'avoir réussi, depuis un certain temps déjà, à s'enraciner et à capter une partie des classes populaires. Ok, allez, une ou deux questions là. Merci. Au sujet du césarisme financier qui ne produit aucun fondement historique, vous disiez que, du moins j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il ne s'appuyait pas sur la construction d'une classe.
Et moi, ce que je comprends, c'est que pour la bourgeoisie, il n'y a qu'une classe, la classe bourgeoise, et que tout son environnement, tout son univers mental ne concourt qu'à un seul but, sa classe, son univers mental, et sa domination, qui aboutit à terme à sa domination. En cela, Statis, vous disiez qu'il n'y a pas besoin de partis politiques. Enfin, c'est une classe qui n'a pas besoin en soi de partis politiques pour fonctionner, évidemment, parce que elle a juste besoin d'ouvrir la bouche pour convaincre tout le monde que son discours est vrai. Et du coup, j'ai pas bien compris pourquoi est-ce que c'était une notion que vous n'utilisiez pas pour justement comprendre cette analyse de Gramsci, pour dire qu'il n'y avait pas ce fondement-là. Ouais, bonjour. Moi, j'ai plus une question pratique parce que Gramsci, on sait, il a écrit ses livres dans les cahiers de prison. Enfin, c'est pas vraiment un livre, c'est ses notes. Donc, comment c'est étudier Gramsci? Enfin, est-ce qu'on prend les cahiers de prison et on lit les 2000, je sais pas, les pages de manière linéaire? Et du coup, ça me renvoie aussi à une question un peu plus large, surtout dans le camp des marxistes où on a aujourd'hui, enfin un peu moins avant, mais aujourd'hui, on a un peu du mal à simplifier nos concepts pour les diffuser de manière massive. Et du coup, quelle réflexion, comment nous-mêmes jouer ce rôle d'intellectuel organique pour les masses, alors que généralement on est dans une complexité qui ne pousse pas tout le monde à s'y intéresser. Merci. On s'arrête là. Peut-être rapidement pour répondre à ta question. Je pense quand Statis parle du fait que la bourgeoisie n'a pas besoin de parti pour être hégémonique, c'est dans le cas justement d'une hégémonie qui n'est pas en crise. Et je pense que ce dont je parlais avec le césarisme financier, c'était la mise en crise, la crise d'autorité que traverse l'Union européenne depuis plusieurs années. Et donc cette crise qu'elle traverse l'amène à être solidaire de formes de gouvernance de plus en plus autoritaires. Donc en fait, voilà, c'est en fonction aussi des époques historiques et des moments de crise organique ou pas qu'on peut voir émerger des formes de césarisme ou au contraire une facilité complètement décontenançante de la bourgeoisie à convaincre tout le monde de son idéologie comme faisant partie du bon sens, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'en ce moment, on est dans une crise d'hégémonie de la bourgeoisie et que ce soit le macronisme ou la manière dont est gérée l'Union européenne, il y a une difficulté à créer du consentement chez les gouvernés. Donc voilà, je faisais référence à ça, mais effectivement, l'hégémonie bourgeoise n'a pas besoin de la lutte politique par la forme parti pour imposer sa vision du monde dans des moments d'intercrise, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu. Ouais. Alors, pour les conseils de lecture, du coup, non, les cahiers de prison en entier, les cahiers de prison en entier, c'est trop gros et trop... c'est pas assez clair. Mais bon, il y a une anthologie qui est très bien aux éditions de La Fabrique, dirigée par Razmig Kecheyan. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une autre anthologie, plus grosse, aux éditions Folio, à partir de la grosse édition intégrale. Et après, il y a le dossier Gramsci de Contretemps, où il y a, c'est pas pour faire la promo, je le pense sincèrement, c'est une utilisation, souvent une actualisation de Gramsci par des intellectuels, mais qui sont vraiment comme préoccupation les problèmes politiques de la gauche radicale du moment. Et je crois qu'à Contretemps, parmi bien d'autres revues évidemment, mais on a cet espoir de jouer un rôle à notre échelle d'intellectuel collectif
de lancer une dynamique de réflexion collective et si possible lue et ensuite réappropriée et en discussion avec des militants politiques, syndicaux, associatifs, etc. Et en ce sens-là, le projet de la revue, je pense qu'il suit l'esprit de Gramsci, justement. Donc le dossier Gramsci de Contretemps, il y a pas mal de textes. Alors il y en a des plus durs, des moins durs, etc. Il y en a des introductifs et d'autres plus pointus. Mais je pense que c'est pas mal aussi pour commencer, si on est dans une perspective politique d'utilisation. Et tout est en accès libre, bien entendu. Voilà. Bon, et puis, alors, là, c'est vraiment de la promo, mais moi, du coup, j'ai écrit un livre aussi qui veut, à cette ambition-là, l'hégémonie et la révolution, c'est un livre qui se veut une introduction et avec en tête l'idée que ça, dans l'espoir que ce soit utile pour des militants et pas que pour des universitaires qui s'entrecommandent entre eux, comme ça peut parfois être le cas. J'ajoute simplement à ça que beaucoup de textes de Gramsci sont disponibles en ligne, hein, notamment sur le site marxiste.org. Hein, il y a une section française et il y a plusieurs textes de Gramsci qui sont librement disponibles en ligne et on en a 3 également dans notre dossier Gramsci. Alors, pour répondre à mon tour aux questions, alors, premièrement, sur le rapport de la bourgeoisie aux partis politiques. Hein, bon, tous les historiens des partis politiques vous diront que les partis politiques bourgeois étaient des simples clubs d'élus sans véritable organisation structurée, jusqu'à ce que des partis ouvriers, des partis populaires socialistes en quelque sorte émergent. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous voulez, c'est lorsque ces partis ont émergé qu'en réaction à ça, la bourgeoisie a dû aussi organiser des partis politiques et structurer ce qui n'était là que des organisations, vraiment des clubs d'élus. Hein. La France est un exemple assez caractéristique avec le parti radical républicain qui était véritablement des associations de notables et des clubs d'élus. Et la droite française ne commence à se structurer en fait que lorsque la pression du mouvement socialiste et communiste devient considérable. Et en réalité, c'est surtout l'extrême droite en fait qui a rempli cette fonction. Et on peut se demander aujourd'hui, dans des conditions de crise justement, si d'une certaine façon l'une des raisons pour lesquelles l'extrême droite est aussi ou peut s'avérer comme une solution utile pour la bourgeoisie, c'est qu'elle fait justement le job. Hein, Alors l'autre raison, bien sûr, c'est qu'il y a un affaiblissement des formes d'organisation des classes populaires aujourd'hui, qui rendent moins nécessaire à la bourgeoisie de perfectionner ses instruments traditionnels, si vous voulez. Hein. Je veux dire, la droite traditionnelle, bon, elle est en lambeaux, hein, mais déjà par rapport à ce que le parti gaulliste, par exemple, a été, qui était une force un parti politique relativement significatif. Hein. Le RPR, jusqu'à une certaine époque, bon, tout ça, c'est dépassé. Alors, pour la question de la formation, alors oui, nous, Contretemps, on se conçoit, si vous voulez, comme partie prenante de cet intellectuel collectif, mais je voudrais ici, parce que je suis un militant de la France Insoumise, vous dire un peu quel est le travail que fait la France Insoumise et l'Institut La Boétie, notamment, avec lequel aussi nous avons un partenariat en tant que revue Contretemps. Alors, l'idée, c'est une idée très gramscienne, d'ailleurs, hein, c'est l'idée de plusieurs niveaux. Hein, c'est-à-dire, l'Institut La Boétie propose à la fois des colloques et des conférences sur des sujets divers. Hein. Certains sujets sont très, entre guillemets, grand public, d'autres sujets sont plus pointus. Vous avez vu que le livre, par exemple, que Clémence Guettet, Johan Chapoutot et Hugo Payetta ont présenté était issu justement des 2 journées de l'Institut La Boétie sur l'extrême droite. Bon, c'est un exemple de ce qu'on fait à un niveau, si vous voulez, relativement élevé. Mais moi-même, je participe. Bon, j'ai participé aussi à un autre colloque sur l'État qui va peut-être donner lieu à une publication aussi. Il y a beaucoup de conférences que vous retrouvez en vidéo, hein, et certaines de ces vidéos YouTube ont des dizaines, voire même plus de 100 000 vues. Hein, donc c'est déjà quand même des niveaux de diffusion qui sont pas ridicules, hein, pour des choses qui sont assez exigeantes. Hein. Mais l'Institut La Boétie travaille à tous les niveaux. C'est-à-dire, moi, je suis devenu un peu le monsieur introduction au marxisme, au matérialisme historique, si vous voulez. Donc depuis quelques années, hein, je suis ici présent aux amphis, mais je suis présent dans les formations régionales des militants de la France Insoumise, ou par rapport à des gens dont une partie n'a jamais entendu parler de Marx, ne voit même pas qui c'est, j'essaye, avec, je ne sais pas, peut-être plus ou moins de succès, mais de dire voilà comment ça peut se passer. Mais j'insiste à nouveau que pour moi,
le moyen en quelque sorte de diffusion, c'est d'une certaine façon le développement, le renforcement de l'organisation politique et, pour ce qui me concerne, de la France insoumise elle-même. Hein. Et l'une des raisons, pas la seule, hein, de son succès, réside dans la capacité justement de la France insoumise, qu'aucune autre organisation de gauche dans la période récente a réussi à faire, hein, à rendre accessibles des idées qui sont parfois exigeantes. Je veux dire, le programme Avenir en commun a été diffusé à un niveau inconnu depuis le programme commun du Parti socialiste et du Parti communiste des années 1970. Et l'Avenir en commun a réussi, a été vraiment lu et a permis de diffuser très largement des idées qui sont des idées intéressantes, nourries des expériences de mouvements sociaux, nourries de l'élaboration et à la diffuser auprès d'un public plus large. Mais je pourrais dire la même chose des discours de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est un très grand pédagogue, il n'est pas le seul, hein, mais quand même, l'un des aspects fondamentaux, ce n'est pas le seul, pour lequel, à mon avis, c'est un grand dirigeant politique, c'est sa capacité justement pédagogique. Et le fait qu'il a réussi à faire de ses campagnes présidentielles de véritables exercices de formation. Et vous avez remarqué qu'il y a souvent des thèmes d'ailleurs dans les meetings et que c'est parfois relativement exigeant, hein, de les suivre. Parce que Jean-Luc a compris la nécessité profonde d'ancrer l'action politique dans un bagage intellectuel exigeant. Et vous savez qu'il se définit lui-même comme un intellectuel et qu'il écrit des bouquins et qu'il les écrit vraiment et il passe du temps, hein, pour les écrire et pour les préparer. Alors bon, je ne vais pas faire ici de la mélenchonomania, hein, et Galatée a envoyé quelques très intéressants questionnements et pics ici, je crois, pour nous provoquer et susciter notre réflexion et je la remercie beaucoup et je suis sûr qu'on la remercie tous pour ça. Mais je voudrais aussi quand même souligner, à mon avis, cet aspect et cette contribution.